저 자신을 위한 거였습니다. 네 번째 우승은 우리 팀을 위한 것입니다. Alors, bienvenue dans un nouveau format concernant les analyses de résultats. Alors, j'ai pris le transcript du conf call pour Tencent que j'ai mis en traduction en français. Donc je m'excuse par avance, des fois les termes français seront un peu traduits bizarrement, on va essayer de faire au mieux. Et j'ai intégré aussi les visuels de la présentation. Et si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Donc au cours du troisième trimestre 2023, nous avons enregistré une croissance solide et de haute qualité des recettes, une expansion notable de la marge et un effet de levier structurel d'exploitation. Des services relativement nouveaux, tels que le compte vidéo, les mini-jeux, contribuent à des flux de revenus à marge plus élevés, tandis que nous nous sommes recentrés sur les activités moins évolutives. Nous aspirons à positionner notre principale capacité d'intelligence artificielle non seulement comme un multiplicateur de croissance pour nous-mêmes, mais aussi comme un fournisseur de valeur pour nos entreprises clientes et la société dans son ensemble. Donc là, c'est Ponima, le fameux Ponima. Basically, Ponima has a very simple business model. Qui fait l'introduction du conf call. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 155 milliards de renminbi, en hausse de 10% en glissement annuel et de 4% en glissement trimestriel. On verra les chiffres par la suite. Le Q2 2023 que j'ai remis pour qu'on puisse avoir un point de comparaison. On était donc à 149,2 avec une croissance du gross profit de 22% et en quarter to quarter de 4%. Une operation profit de 50 avec donc une amélioration year to year de 37% et un net profit 37,5 de 33%. Tout de suite, pour qu'on se rappelle un petit peu des chiffres, on était à 33%, là on est à plus 39%, on était à 37% sur le Q2, on est à plus 36% en year to year, parce qu'il faut compter la saisonnalité. En quarter to quarter, on est quand même à plus 11%. Donc au niveau des marges et des profits, c'est vraiment très très bon. Year to year, gross profit plus 23%, on compare plus 22%. C'est quand même très correct. Green. La performance principale est vraiment sur le net profit. On est à 44,55 contre 37. Et bien sûr, un revenu qui a augmenté quand même de 10%. Hein. C'est pas mal en year to year. On a des résultats qui sont très bons d'un point de vue financier. Ces dernières années, l'industrie de l'Internet en Chine a traversé des défis structurels. Tu m'étonnes. Construisant à des changements stratégiques. Un changement stratégique majeur est l'abandon de la recherche de revenus à tout prix pour fournir une croissance durable et de haute qualité. WeChat a une augmentation du nombre d'utilisateurs de 19 millions. Par contre, QQ a une baisse du nombre d'utilisateurs de l'ordre de 13-14 millions à peu près. On serait quand même tenté de dire qu'il y a quand même une petite stagnation au niveau des utilisateurs, avec notamment la mise en retrait un petit peu, la baisse du nombre d'utilisateurs pour QQ. Alors par contre, ils ont complété la messagerie par des plateformes ouvertes qui connectent les utilisateurs à une gamme de services externes. Les comptes officiels, ça permet aussi aux créateurs de contenu d'atteindre des abonnés, des contenus textuels, d'images, des mini-programmes qui permettent aux utilisateurs de traiter avec des commerçants et des fournisseurs de techniques, de services hors ligne et en ligne. Donc on a un écosystème sur les mini-jeux et les mini-programmes. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment le cœur de la stratégie de Tencent. Ils en avaient déjà parlé lors de la présentation du Q2, mais là ils ont déployé. Donc plusieurs centaines de millions de visiteurs uniques interagissent avec plus d'1 million de mini-programmes uniques. Les commerçants, les fournisseurs de services qui élaborent et gèrent leur propre mini-programme apportent croissance et innovation à notre écosystème. Les mini-jeux sont un cas d'utilisation verticale réussie des mini-programmes et c'est devenu la plus grande communauté de jeux occasionnels en Chine. Nous monétisons ces plateformes ouvertes principalement en utilisant des taux de prise de paiement et en faisant une charge publicitaire très légère, actuellement 3%, ce qui se traduit par un écart entre la valeur que nous livrons et les revenus que nous générons nous-mêmes. Donc les comptes officiels, les mini-programmes, les mini-jeux. Donc ça c'est hyper important. Et la messagerie. Donc ça c'est l'évolution de Weixin, leur plateforme. Ils ont rajouté de la valeur pour les utilisateurs. Et plus récemment, Weixin a lancé Video Account. Donc Video Account, ça c'est grosso modo c'est TikTok en plus qui va leur permettre de générer des revenus sur les comptes vidéo. Avec de la pub à l'intérieur du feed, pendant qu'on doom scroll on va avoir des pubs, des services de technologie et de commerce électronique avec les lives notamment. Et à l'intérieur des lives, vous avez la partie vente et e-commerce. Il y a une grosse croissance du nombre d'utilisateurs
et du temps passé sur les vidéos accounts. Donc c'est vraiment un succès pour eux et ils ont monétisé de manière substantielle cette partie-là. Partie des comptes vidéo qui atteignent maintenant une masse critique. Les développeurs commencent à rationaliser les coûts d'exploitation, la bande passante, les coûts de service, le contenu. Et donc en conséquence, les recettes publicitaires des comptes vidéo ont des marges élevées. Et c'est une piste de croissance à venir qui est importante étant donné l'augmentation des vues de vidéos et la faible charge de publicité par rapport aux concurrents. Donc avec la poursuite du développement de la technologie intelligence artificielle, ça va améliorer le taux de clic. On y reviendra pendant le question-réponse. Donc on a aussi les mini-jeux, donc qui sont sur une plateforme. Cette plateforme-là, elle a, on va dire, des frais qui sont fixes. Et donc, toutes les recettes que les mini-jeux rapportent sur cette plateforme ont des marges plus élevées que des jeux basés sur des applications qu'on va télécharger. Parce que chaque jeu est basé sur une application qui va être hébergée sur un truc particulier, alors que tous les mini-jeux sont sur la même plateforme. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour Tencent d'un point de vue économique. Concernant Weixin Search, le volume croissant de transactions au sein de Weixin est à l'origine d'une croissance rapide de notre volume de traitement commercial et de marketing, de la recherche sur notre propre trafic existant qui génère donc une marge élevée intrinsèquement. Le client, il va être dans une boucle et dans un tunnel, ce qui permet de faire des économies d'échelle au niveau commercial et marketing. Parce que la personne qui est sur WeChat, elle est identifiée comme Jean-Claude. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Jean-Claude, il va aller sur Weixin Search et on a déjà son profil. Donc on va déjà pouvoir lui faire du marketing, du retargeting. On va pouvoir déjà lui mettre des opérations promotionnelles ou des trucs de vente qui correspondent à son profil, etc., etc. En bleu, on a le changement de revenu. Donc ce changement positif de mix est la principale raison de la croissance brute des bénéfices, dépassant la croissance des recettes. Donc c'est le fait bien sûr, d'avoir les vidéos accounts, le e-commerce, les mini-games. Donc voilà, toute cette stratégie dont on a parlé, et surtout aussi le retrait de tous les revenus pourris qui coûtaient de l'argent et qui n'avaient pas une rentabilité intéressante, qui vont permettre à Tencent de réallouer ses ressources sur des produits qui marchent mieux. Ils sont sortis de certains business qui n'étaient pas des business cœur et des business qui leur rapportaient que dalle, et donc du coup ils sont sortis de ces opérations qui pouvaient être soit risquées, soit qui ne correspondaient pas à leur politique de marge, et ensuite ils sont sortis aussi de tout ce qui est dépenses un peu agressives et opérations, notamment dans le marketing, sur ce qui leur rapporte pas. C'est-à-dire que avant ils cherchaient tellement de croissance qu'ils allaient dépenser des tonnes de thunes dans le marketing pour obtenir de la croissance, mais c'était de l'argent peut-être mal dépensé. Et surtout, discipline en matière de coûts, nous cherchons à améliorer continuellement l'efficacité opérationnelle et à répartir de manière réfléchie les coûts et à gérer efficacement les dépenses de marketing afin de maintenir une organisation ciblée et une structure de coûts allégée pour l'avenir. Quand on maîtrise ses coûts, on maîtrise ses marges. Si on dépense son argent n'importe comment, si on a une masse salariale qui est pléthorique, on dépense de façon irréfléchie de l'argent pour aller chercher de la croissance qui sera de mauvaise qualité, on va avoir du mal à avoir des marges intéressantes. Et là, ils ont vraiment un shift d'un point de vue de leur politique. Avant, ils recrutaient énormément d'ingénieurs, beaucoup de masse salariale pour avoir une puissance de feu hyper importante, ce qui a aussi nourri leur croissance. Maintenant, ils ont atteint une taille suffisante pour se dire, ok, maintenant, on va rationaliser tout ça. Ok, la partie domestic games, donc la partie des jeux vidéo en Chine, hyper important, les Asian Games, donc qui ont été organisés par le Comité olympique asiatique, qui est affilié au Comité olympique international. Dans les Jeux asiatiques, ils ont rajouté une partie e-sports avec 7 titres qui ont été sélectionnés, et parmi ces 7 titres, il y en a 4 qui appartiennent à Tencent, qui sont édités par Tencent. Autant dire que 1, c'est de la publicité gratuite. 2, il est probable que le comité olympique asiatique ait fait appel à Tencent pour gérer la partie e-sport des Jeux asiatiques, et donc qu'elle ait payé Tencent pour faire la prestation de service. Ce qui est génial, c'est que cette même partie e-sport des Jeux asiatiques a fait la publicité gratuite pour 4 titres qui sont édités par Tencent. Vous voyez la puissance du truc? Donc c'est excellent. Moi j'ai suivi que la finale de League of Legends. J'étais super content parce que la Corée a gagné. J'avais mis en vidéo la cérémonie d'ouverture des jeux. C'était vraiment magnifique. Je mettrai un petit encart si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo qui est consacrée, la deuxième vidéo qui est consacrée à la Chine. Donc ils ont toujours leur leadership en Chine sur les MOBA et les FPS. Donc premier utilisateur c'est Honor of King en temps passé et en rentabilité. Wild Rift League of Legends qui a des croissances de recettes de 20% year-to-year et qui rentre parmi le top 10 des jeux les plus rentables sur l'année pour Tencent.
Et en termes de FPS, donc Valorant et Hyper Legend. Valorant qui fait une entrée fracassante en Chine, et Hyper Legend qui est la version mobile de Apex Legends. Maple Story numéro 4 des jeux mobiles par les recettes sur le lancement. Donc très bon lancement. Et Dream Stars, on va en parler. Super opération. Déjà 27 millions de pré-enregistrements, qui est une sorte de plateforme de jeu casu, de party game. Ça va marcher très fort et on en parlera aussi tout à l'heure, il y a un petit encart dessus. Il y a eu un enthousiasme sur les jeux occasionnels et un nouvel enthousiasme sur les jeux axés sur le contenu. Concernant les jeux axés sur le contenu, on a Naruto Mobile, Lost Ark et Nick. Pour les jeux internationaux, donc on a PUBG Mobile, qui continue d'être ultra rentable et qui augmente son nombre d'utilisateurs, notamment grâce à la collab avec Dragon Ball Super. Vous avez Call of Duty Mobile qui fait en juillet son meilleur mois en termes de recettes. Le jeu il a 4 ans. Et donc ils arrivent à augmenter la durée de vie des jeux qui est énorme. Et donc forcément qui dit durée de vie dit rentabilité. Ça devient des grosses vaches à lait. Mais nous aspirons à créer des succès encore plus grands à l'avenir. Dans le futur, voilà ce qui est en prévision de sortie. Honor of Kings, c'est le jeu numéro 1 en Chine. Si ils sortent le MMORPG, déjà il est très attendu. Par ailleurs, ça va être une bombe commerciale énorme. Ils vont avoir un nombre d'utilisateurs qui va être monstrueux. Le jeu est prévu pour 2024. Donc ça, déjà, cette sortie-là, d'un point de vue boursier, il y aura forcément un impact. Valorant Mobile, voilà, un jeu qui marche très bien, ils vont le décliner. Grosse franchise, les nouvelles franchises sur des marques très fortes. One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde. Le live action sur Netflix a fait un carton. Assassin's Creed, on connaît, c'est français. Pas mal, non? C'est français. C'est une sacrée bonne franchise. Monster Hunter, franchise japonaise, pareil, très grosse franchise. Dream Stars, donc ça c'est leur plateforme à gros potentiel, avec d'ores et déjà 27 millions de préinscriptions. Parlons de Dream Stars. Donc Dream Stars, ils ont annoncé le jeu le 16 novembre. Par ailleurs, ils ont annoncé la date de sortie du jeu. Et le jour où ils ont annoncé la date de sortie du jeu, NetEase a drop de 11%. Donc là, vous voyez, la news, elle date du 5 décembre. Boum, il a pris 11% dans la tête depuis l'annonce de la date de sortie de Dream Stars. Donc c'est assez marrant. Alors, nous prenons plus de temps qu'avant dans le développement de ces jeux parce que nous voulons nous assurer de la qualité de ces jeux. Et parce que notre structure financière améliorée, décrite dans les diapositives précédentes, nous offre la capacité de le faire. Ok, Honor of Kings, ça c'est le official trailer. Donc je vous invite à le regarder. Il est plutôt chouette, je pense que le jeu va cartonner. Alors, les revenus par segment. Vous voyez l'augmentation des revenus. On a gagné 29 milliards de revenus entre 2020 et 2023. On constate quand même une petite baisse au niveau des réseaux sociaux. Les jeux en Chine, ça se maintient bien. Il faut prendre en considération de l'augmentation du nombre de licences qui ont été accordées aux développeurs de jeux vidéo en Chine. C'est reparti comme en 40. Les jeux internationaux, plutôt très bon. La publicité en ligne, ça reste stable, mais on a quand même une belle progression. La grosse satisfaction, c'est FBS, donc les produits financiers, 34%, donc ça c'est quand même assez énorme. Et les services aux entreprises. Donc, on a une bonne répartition du chiffre d'affaires qui reste dans cette répartition-là. Notez que même si on reste à 16%, 16% de 154, c'est toujours mieux que 17% de 149. Attention à ne pas se faire arnaquer par les pourcentages. Toujours bien, pour le coup, ils ont sorti un TikTok qui marche très bien, qui bénéficie du trafic qui vient de WeChat, de Weixin et de QQ. Au niveau de QQ, ils ont quand même une grosse baisse, mais par contre, ils ont fait un switch qui me semble intéressant. Ils ont switché QQ sur du réseau social basé sur les activités, les hobbies partagés, des communautés de centres d'intérêt. Notez que les mini-avatars, là, sur QQ, ils en parlent plus du tout. Ça n'a pas marché du tout. Sur QQ, déjà, ils ont perdu quelques millions d'utilisateurs, donc il va falloir qu'ils rerament pour en regagner. Notre taux de croissance des recettes publicitaires d'une année sur l'autre s'est ralenti par rapport au trimestre précédent, parce que le commerce électronique est devenu un contributeur très important sur nos recettes publicitaires au cours des dernières périodes. Et la saisonnalité des recettes publicitaires a changé avec le deuxième et quatrième trimestre de chaque année. Et avec une saisonnalité plus positive, tandis que le premier et troisième trimestre ont une saisonnalité plus faible. Donc là, forcément c'est le Q3, donc c'est plus faible, reflétant que les activités promotionnelles du commerce électronique sont plus importantes sur le deuxième et le quatrième trimestre de chaque année. J'en ai parlé dans la vidéo sur Alibaba. Le Q4, il y a la Golden Week, la journée des célibataires, Thanksgiving et le Black Friday, les fêtes de fin d'année. Donc autant vous dire que là c'est une débauche de commerce électronique, en veux-tu, en voilà. Donc en termes de publicité et de recettes publicitaires, on peut s'attendre à ce que le Q4 soit
explosif. Retenez ces paroles, le Q4 là, de cette année, quand ils vont publier leurs résultats sur ce Q4 là, on va avoir des débauches, on va avoir des dépenses en termes de publicité en ligne qui vont être énormes. Il faut noter que dans le dernier webcast de Alibaba, ils ont évoqué dans le question-réponse leur partenariat avec WeChat, donc c'est rigolo. Alors, les technologies financières et services aux entreprises, des recettes en hausse de 16%. Donc c'est boosté par l'intelligence artificielle Tencent Yuan. Ils avaient fait beaucoup d'investissements sur le cloud et ils s'étaient restructurés avant. Donc maintenant, ils en collectent les fruits. Donc des chiffres qui sont plutôt très bons. Vous voyez sur les croissances des marges, on a une croissance partout. Ce qui est très intéressant, c'est sur les fintech. On passe de 27,9 à 40,9. Oh my God. Que seraient nos marges si on ne gérait pas bien nos dépenses? Les dépenses en vente et marketing qui augmentent, mais qui accompagne la croissance du chiffre d'affaires de 11%. Donc c'est plutôt logique. La recherche et développement, ça c'est ce qu'on voulait voir. Plus 9% year to year, plus 3% quarter to quarter. Concernant la masse salariale, 105 000 employés, en baisse de 3% en glissement annuel, mais en hausse de 1% en quarter to quarter. Très grosse augmentation des capex, énorme progression des free cash flow, un net cash qui devient stratosphérique, plus 106%. Donc on arrive sur le question-réponse. Et félicitations pour un nouveau quart solide et une croissance de qualité. Question sur les mini-jeux et l'intelligence artificielle. Notre stratégie de jeu est construite autour de ce que nous espérons devenir des evergreen games. Donc ils veulent sortir des jeux AAA, des jeux qui vont avoir un gros succès, qui vont avoir une durée de vie énorme parce que leur modèle économique, c'est des jeux free-to-play avec plein de microtransactions au fur et à mesure de la durée de vie du jeu. Vous achetiez un jeu avant, vous payez votre jeu, vous le payez 50 €. Le jeu vous appartient, vous pouvez y jouer, et vous profitez des mises à jour au fur et à mesure de la vie du jeu gratuitement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le studio va arrêter de mettre le jeu à jour, la communauté de joueurs va péricliter et le jeu va partir dans les limbes des jeux qui étaient bien il fut un temps. Maintenant, le modèle économique, c'est un jeu free-to-play, donc vous pouvez jouer gratuitement au jeu, et vous allez avoir plein de mini-transactions à l'intérieur du jeu, des skis, des trucs particuliers, des trucs, mais pas du pay-to-win. Et l'objectif du studio, c'est de augmenter la durée de vie du jeu de façon importante pour que le jeu continue, et qu'il continue à générer des revenus sur la durée. Au lieu d'acheter votre jeu 50 € et de le saigner jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, vous allez pas payer votre jeu, mais au fur et à mesure de la vie du jeu, et sur 10 ans, vous avez dépensé 500 € sur le même jeu. Donc c'est un modèle qui est très très efficace, un CF League of Legends et CF tout le business model de Tencent, des jeux qui sont développés par Tencent. Concernant Yuan, donc ça c'est l'intelligence artificielle, est capable de générer des SMS, il est utile pour beaucoup d'applications en SaaS, pour améliorer la capacité du service SAS, donc Software as a Service. Il peut aussi fournir des résumés de réunions, des outils qui permettent aux gens de créer des documents, outils d'amélioration de productivité, des API de service à la clientèle qui sont maintenant testés par un grand nombre de clients et d'entreprises pour leurs services clients et leur besoin d'interagir avec les clients. Et de plus en plus d'entreprises font appel à ces API pour faire du service à la clientèle. Donc sincèrement, le modèle de téléperformance, est-ce qu'on a envie de prendre le risque de cette grande possibilité de se faire disrupté par l'intelligence artificielle? Donc il fournit en fait de très bons résultats des outils pour nos programmateurs extérieurs pour améliorer leur efficacité de codage. Il aide également en termes de création de contenu pour nos deux activités publicitaires. Il aide les annonceurs à créer des publicités ciblées pour augmenter le taux de clic et aussi dans le process de production de jeu, notamment et en particulier en ce qui concerne les artworks. Si vous pouvez regarder la conférence de Joe Tsai, donc le PDG de Alibaba, sur les acteurs virtuels. She is a digital personality that we've created. On est en train d'assister à une certaine révolution et on va voir comment ça va tourner. Je suis assez curieux de voir comment ça va tourner. Maintenant, en termes de situation de puces, en ce moment, nous avons en fait l'un des plus grands stocks de puces d'intelligence artificielle en Chine parmi tous les acteurs. Et l'une des choses clés que nous avons fait était en fait que nous étions les premiers à mettre en place pour le H800. Cela nous a permis d'avoir un assez bon inventaire de puces H800 et nous avons donc assez de puces pour poursuivre notre développement de Yuan pendant au moins quelques générations de plus. Et l'interdiction n'affecte pas
réellement le développement de Hunyuan et notre capacité d'intelligence artificielle dans un avenir proche. Donc les embargos vont affecter notre capacité à revendre ces puces d'intelligence artificielle parce que forcément ils en ont besoin pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle, donc ils ne peuvent pas l'allouer de façon commerciale. Et donc ils n'ont pas de capacité de revendre cette capacité de calcul grâce à leur service cloud. Donc c'est un domaine qui peut être touché. Et donc pour l'avenir, nous devons trouver des moyens de rendre notre utilisation des puces intelligence artificielle plus efficace. Si nous pouvons décharger une grande partie de la capacité d'inférence à des puces moins performantes, afin que nous puissions conserver la majorité des puces IA haute performance à des fins de formation, d'entraînement pour leur modèle. Et nous essayons aussi de chercher des fournisseurs nationaux pour des puces d'entraînement. Comme on l'a vu pour Alibaba, ils ont des capacités de calcul qui sont réduites, donc en termes de cloud, ils sont obligés de réduire la voilure en termes de volume et donc d'aller chercher des business qui sont plus rentables mais ils font moins de volume. Ils sont obligés de garder leurs puces pour l'entraînement de leur modèle d'intelligence artificielle et par ailleurs, ils sont en train d'essayer de trouver de nouveaux fournisseurs de puces. La production de semi-conducteurs en Chine a explosé. Donc il faut s'attendre à avoir des surprises en termes de puces de haute performance, notamment toujours dans la foulée de ce qu'on a pu voir avec Huawei. Donc dans le question-réponse, félicitations pour un autre quarter solide. Effectivement, là, tous les analystes sont super contents des résultats qui sont publiés. Et là, je suis hyper content. En revanche, on a mis en évidence 9 jeux dans le pipeline. L'un des jeux sortira dans les semaines à venir et les autres seront libérés dans les mois prochains. Je fais une parenthèse très importante sur le jeu League of Legends, le MMORPG qui sortira probablement fin 2024, début 2025, mais autant vous dire que quand il y aura le teasing de sortie de ce jeu et que la hype va monter, jusqu'à la sortie, vous allez pouvoir acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Parce que là, il va y avoir un boost qui sera phénoménal. Avec la sortie de Arcane 2 qui sera en 2024 et donc vous avez Honor of King World qui va sortir, le MMORPG du jeu numéro 1 en Chine qui lui aussi en 2024 va être une folie. Donc on peut s'attendre à ce que 2024, d'un point de vue des jeux vidéo, ça soit de très très haute facture. Concernant les rendements pour les actionnaires, nous sommes très concentrés sur le rendement des actionnaires. Flux de trésorerie très important à côté d'un très grand portefeuille d'investissement, dont la moitié en fait en actions liquides. Nous avons donc la flexibilité d'utiliser différents outils pour augmenter le rendement des actionnaires. Si vous regardez les outils que nous avons mentionné le rachat d'actions, le dividende, la distribution d'actions de bénéficiaires, la cession d'investissement pour générer de l'argent, qui vont ensuite générer du rachat d'actions et des dividendes. Nous utiliserons donc ces outils de manière dynamique. Et je dirais à ce stade, si vous regardez le marché, la valeur sur le marché pour la Chine en actions nettes est presque à des niveaux historiquement bas. Chute à l'arrière du peloton. Je dirais donc qu'à ce stade, le rachat sera un moyen plus favorable pour nos actionnaires que d'autres moyens. Les gains que nous avons vus depuis le début de l'année sont-ils durables pour 2024 et au-delà? Ça, c'est ce qui se demande. Il se dit, ah bon, on a très très bons résultats cette année, est-ce que ça va continuer à performer? Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc eux, ils disent, oui, on a 3 moteurs d'augmentation des marges sur les derniers trimestres. Et il y a 2 d'entre eux que nous considérons comme durables et récurrents. 1. Le segment de la publicité, par exemple, la marge brute s'est améliorée de 30% à 50%. En plus, on pense que les jeux Evergreen fournissent un certain volume de croissance. Et en plus, ils ont des nouveaux jeux en cours. Ils ont annoncé qu'il y avait un pipe avec 9 jeux, dont 3 blockbusters. Côté CAPEX, le capital d'exploitation de CAPEX représente environ 3,5% du total des recettes en 2023. Pour 2024, ce sera sûrement à un niveau similaire. Et si nous sommes capables d'obtenir d'obtenir des GPU, donc ils seront capables d'ajouter 1% en plus dans les CAPEX. Donc c'est dire s'ils sont en rade et en besoin de choper des GPU. Donc s'ils arrivent à choper des GPU Nvidia sous le manteau, ils sont prêts à caler 1% de plus en CAPEX. En termes de nombre d'employés, nous pensons que la plus grande partie de l'optimisation de l'efficacité a été faite et nous recrutons de manière très sélective pour développer nos nouvelles entreprises. L'une des clés est en fait la discipline des coûts. La discipline des coûts, c'est en partie essayer de garder des équipes qui sont plus petites mais avec de meilleurs personnels, avec de meilleures personnes, afin que nous puissions réellement aider notre équipe à se concentrer sur les choses à valeur ajoutée sur lesquelles travailler. Ils ont identifié 4 moteurs de croissance pour les revenus publicitaires. Le premier, c'est le trafic. Un nombre de visions vidéo aujourd'hui qui est nettement plus élevé de 50%.
Et ils ont commencé à monétiser les comptes vidéo il y a un peu plus d'un an. Il y a une capacité de push qui est immédiate et très importante parce qu'ils pensent que le trafic des comptes vidéo va continuer à augmenter. Aujourd'hui, la charge publicitaire, donc ça c'est le deuxième moteur de croissance, sur laquelle ils opèrent sur les comptes vidéo est inférieure à 3%. Dans la concurrence, c'est plutôt 10%. Donc ils sont capables de multiplier très sensiblement les frais publicitaires au cours des années à venir. Troisièmement, il y a une capacité d'élever le taux de clic en utilisant l'intelligence artificielle, les mi-programmes, les pages de destination, les comptes vidéo et l'infrastructure de paiement. Nous pensons que nous sommes dans une position idéale pour augmenter davantage nos propres capacités de boucle rapprochée. Alors devant nous attendent, je suppose, à accélérer la croissance jusqu'au prochain trimestre ou en 2024. Donc là il dit, Charlène, t'as pas écouté, on a parlé des 4 moteurs de croissance. Eh oh, Charlène. Ok. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Et donc, vous pouvez voir, bien qu'il y ait des défis macroéconomiques du côté de l'économie, la consommation en Chine continue de croître assez bien et notre entreprise FinTech globale se développe en même temps. En plus de cela, nous avons proposé des services financiers tels que le prêt, la gestion de patrimoine et ceux-ci tombent en fait dans le modèle de croissance des revenus de haute qualité. Il s'agit d'entreprises qui génèrent des marges élevées, elles empruntent un réseau de paiement dont le coût a déjà été payé. Donc leur croissance génère donc des marges supplémentaires. Et en ce qui concerne le portefeuille d'investissement, nous sommes donc très agiles et actifs sur les investissements, mais aussi sur les cessions. Une partie de cette activité est visible, une grande partie de celle-ci n'est pas visible. Mais étant donné que nous considérons comme notre répartition des prix des actions, notre utilisation principale de l'argent liquide a été de racheter nos propres actions. Et cela reste la priorité à ce stade. Ça aussi, ça fait plaisir de voir que c'est une grande priorité pour eux. Voilà pour la présentation de ce conf call du 15 novembre. C'était assez touffu, hein. Il y a beaucoup d'informations. Je vous mettrai le lien vers le site internet qui propose le transcript du conf call. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une vision de l'entreprise via le question-réponse. Moi, en ce qui me concerne, ça m'a conforté par rapport à l'opportunité qu'il y a d'investir dans Tencent. Donc, je ne bouge pas mes positions. Éventuellement, même si j'ai la capacité d'avoir un peu de cash et que ça continue de descendre, je renforcerai. Bien sûr, comme vous le savez, ça n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis qu'un humble particulier qui fait ses recherches et qui essaye de s'améliorer dans le monde impitoyable qui est l'investissement en actifs risqués. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si le nouveau format vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Waouh, c'est vrai que ça a marché? Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution.